Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Eh bien, si tu veux, Zéphirel, on peut parler de sport ensemble parce que c'est notre sujet de passion le plus commun, je pense. Et comme tu Ah, l'as pu le carrément. constater, carrément, il y a les JO 2020 et l'Euro 2020 cette année, en 2021. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais j'ai compris. Non, je me doutais que c'était pour le Covid qu'ils avaient repoussé le truc. Moi, j'étais pas. Tout à fait. Mais je me disais, tiens, j'avais pas tilté, quoi. Là, ils avaient repoussé le truc. Mais du coup, ouais, 4-2 pour pour l'Allemagne contre le Portugal. Qui en Regardez, doutait, vraiment? t'as Qui en doutait? regardé. Qui en doutait vraiment, sérieusement? Bah, L'Allemagne, quand même, Je voilà, sais quoi. même pas ce que ça a donné qui la a perdu France. son premier match? Hein? Ah, il y a la France en effet. Il y a la France qui a joué à 15h. Aujourd'hui, jour de l'enregistrement, le 19 juin 2021. Et ils ont fait un partout Mm. contre la ok. Hongrie. Ouais, mais ils C'est s'en fou. foutent parce qu'ils ont mis une petite gifle lors du premier match qu'ils ont joué dans leur poule. C'était quoi le match? Il y a eu combien? Je sais plus. Je sais qu'ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Non, mais ils ont gagné 1-0 contre l'Allemagne, non? C'est pas ça? T'es pas mal, pas mal. Non, non, mais c'est pas un truc comme ça. Genre, en plus, c'était un premier match. C'est le premier match, c'était difficile parce que voilà, deux champions du monde qui s'affrontent. La France qui est la dernière en date. Donc c'était un gros match et je crois qu'ils ont gagné. Non, mais tu me confirmes, hein? Bienvenue dans le stade, le nouveau podcast du VHS. Tu me confirmes ou pas? Si tu me mets un doute là, du coup. Niveau de Non, c'est ça. crédibilité, zéro. Attends, j'ai eu peur. Putain, je suis loin, mais je suis quand même, quoi. Bravo. Moi, j'ai entendu ça bravo, dans le Zef. Uber en Julien. rentrant. Ah ouais, Et, c'était ça. et Voilà. du coup, le monsieur disait qu'elle était imbattable, cette équipe, et qu'ils allaient rouler sur tout le monde. Et qu'ils voyaient pas comment quelqu'un France allait gagner. Ouais. Alors moi, je crois la radio. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà. On verra ce qu'il y en a. Et du coup, Et je Julie, regarderai tu la fais finale comme tout le monde, quoi. le 11 juillet. Moi, je suis dans cet épisode IT Crowd où les deux, en fait, font semblant de s'intéresser au foot en allant au pub pour se faire des amis. Voilà, je me sens un petit peu c'est trop bien. dans ce moment-là. Ah, d'accord. Meilleur épisode. C'est génial. Tiens, alors, fun fact par rapport au foot, lors d'un call que j'avais avec les US, j'étais avec le responsable juridique de notre boîte aux US, et qui est donc américain, et il parle un tout petit peu français. Et donc, on finit notre sujet, et à la fin, il me fait Hey, tu aimes le PSG? Et je fais quoi? Il me dit PSG, soccer. Je dis non, je suis désolé, moi le foot, je regarde pas du tout fort. Avec mon fils, on adore PSG. C'était trop bien. J'étais déçu pour lui pas pouvoir lui répondre. Ah, c'est dommage. Super le PSG. Bon, Génial. ce que je vous propose peut-être, c'est de pas forcément parler de foot dans ce podcast, mais on va lancer l'épisode et puis on verra de quoi on parle. Donc, le Contrecast, épisode 31, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute, désormais chacun a sa chronique, puis on échange entre nous et on commence par un traditionnel tour de table, qu'il soit virtuel ou physique, avec celui qui revient tout juste du salon Vivatech, exprès pour enregistrer ce podcast. Bonjour Queutrus. Eh oui, bonjour, Jean Couscous en direct du salon Vivatech. Vivatech, viva la technologie, bien sûr. Comment fais ça bien, va? hein. Ça va. Ça va complètement éclater, mais ça va. Tu vois, j'ai un peu perdu de santé mentale aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave, ça se passe bien. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Queutrus? Aujourd'hui, je vous parle d'un des le plus gros cambriolage d'art du XXe siècle. Et encore aujourd'hui. Parfait. Eh ben, on va écouter ça tout à l'heure avec plaisir. On continue le tour de table avec celle qui a peut-être joué à Zelda Phantom Hourglass pour réaliser le défi du mois. Bonjour Julie. Bonjour. Peut-être, absolument, oui, on verra ça plus tard dans l'émission. Oui, comment ça va? Ça va bien, ça va. Je suis contente. Contente, parce que t'as un Ouais. sujet cool ce soir, aujourd'hui? Ouais, entre autres, ouais. Et quel est-il, si tu veux en Je vais parler? je vais vous parler de roller dance. Très bien. Ma spécialité, je crois, quand je rêve. Et on continue avec celui qui a peut-être été le seul à bien préparer son sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre en pré-intro, on va dire. Bonjour Zef. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait que je suis le seul à préparer correctement ces chroniques dans cette émission? Je ne crois pas. Bref. Moi, Voilà. des fois, mais plus maintenant. Comment vas-tu, Zef? Bah écoute, il fait chaud, il fait beau, et puis il pleut, et il fait chaud, et il fait beau, puis il pleut, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, donc arrêtez de le dire.
Ok, c'est de la météo. Est-ce que tu nous parles de météo ou t'as un autre sujet? Non, je vais parler de Paris et de ses merveilles. Ok, Ouah. ça marche. Par rapport avec le PSG ou pas? Ouais, absolument, ouais, ouais. exactement. PSG qui a gagné contre l'Allemagne il n'y a pas très longtemps là. Oui, tout à fait. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Hein. Exactement, ouais. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Oui. Personne n'a jamais douté cette victoire. Eh ben très bien, on est parti pour le premier sujet. Allons-y. Aujourd'hui, on va découvrir des merveilles, et c'est surtout Zef qui va nous en parler. Et dans tous les cas, je parie que tu vas encore nous donner envie. Allez, on t'écoute, Zef. Pire intro du monde. Je suis déçu. Ouais. Moi, Oui, effectivement, je vais parler de merveille. Je vais vous parler d'un auteur que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de livres et de bouquins dans cette émission. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai lu de bien ces derniers temps? Et en vrai, qu'est-ce qui m'a vraiment fait bander au point de me dire, j'ai envie de continuer dans cet univers. Malheureusement, il n'y a rien de bien qui en continue. Je vais vous parler d'un auteur que j'adore, qui est un auteur français, c'est rare, qui s'appelle Pierre Pével, qui est un auteur qui est né en 68 et qui est responsable de pas mal de bouquins de type fantasy. En fait, moi je l'ai découvert avec une trilogie qui s'appelle Les Lames du Cardinal, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, où en fait le gars prenait en fait le contexte des mousquetaires et il twistait le monde dans lequel vivaient ces mousquetaires en créant en fait un monde fantasmagorique, on va dire, avec des dragons qui étaient encore présents, de la magie, des trucs comme ça. Et ça rendait en fait le monde ultra héroïque avec les lames du cardinal qui sont un groupuscule qui sont aux ordres du cardinal Richelieu directement pour protéger le roi et Paris contre les menaces de l'extérieur. Et si vous l'avez pas lu, je le conseille très largement. C'est vraiment génial. Ils ont fait un jeu de rôle qui est vraiment cool aussi. Et ça faisait un moment que j'avais rien lu de Pierre Pével. J'avais enchaîné avec un truc qui s'appelle le cycle du Haut Royaume. Et il y a environ 2 ans, je suis tombé sur un truc qui s'appelait le cycle d'Ambremer, qui est le Paris des merveilles. Et j'avais lu le premier tome que j'avais kiffé, et j'avais jamais chopé la suite, qui est une trilogie, et je me suis replongé dedans il y a pas très longtemps, et j'ai relu le premier tome avec un plaisir immense, et enchaîné les 2 autres tomes derrière, plus les 2 nouvelles, je crois qu'il y a en plus dedans. Et le Paris des merveilles, c'est quoi? C'est une chronique que Pierre Pével nous propose dans le Paris des années 20, donc ce qu'on appelle les années folles, où en fait on est clairement dans les années 1920 en termes de décor parisien, donc c'est très flamboyant, très Art Nouveau qui arrive et tout machin, c'est superbe, mais avec tout ce côté fantasy, parce que dans son Paris à lui, le monde des fées, vraiment fait dans le sens petites ailes et tout, existe vraiment. Et en fait, du coup, il est déclaré, dans le sens tout le monde est au courant que ça existe. C'est le monde d'Ambremer, et en fait, qui est régi par une reine, la reine des fées, bien sûr, avec toute sa cour et tout ce qui en décline, c'est-à-dire les dragons, les lutins, les gnomes, les magiciens, les magiciennes, les enchantresses aussi qui existent. Enfin, tout un contexte assez bizarre. Et à travers ce monde-là, on va suivre un personnage qui s'appelle Griffon. Donc c'est un magicien qui s'appelle Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un magicien. En fait, les magiciens dans ce monde-là sont un peu comme des médecins, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une patientèle et puis un cabinet, ils ont une patientèle un peu dans ce style-là. Et lui, donc on va suivre son aventure à travers ça, à travers plusieurs choses donc, qui sont toujours de type AD, vouloir détruire le monde ou à renverser le gouvernement, soit des fées, soit de Paris. Et en fait, du coup, on va suivre son personnage, son aventure là-dedans. Il est bien sûr accompagné d'une personne absolument magnifique, de type féminine, qui est sa femme de sa vie, mais aussi la femme qu'il déteste le plus, qui s'appelle Aurélia. Et en fait, on va suivre en fait ces pérégrinations. Je sais même pas par quoi commencer dans l'histoire. C'est juste, encore une fois, tout un contexte qui commence par une petite série. Enfin, c'est assez classique dans l'histoire. Il y a un petit truc qui arrive. Enfin, il se rend compte. Je crois que le premier tome, c'est sur un meurtre. Et derrière, il va
prendre une pelote de laine et en fait tirer le fil au fur et à mesure et voir que ça mène à quelque chose de plus gros. Mais Pierre Pével, en fait, a cette magie en lui de pouvoir nous amener très facilement à croire à son monde. Il y a un côté, encore une fois, très coloré, très fruité dans tout ça. Et on va. En plus, il a cette façon de faire sa narration qui fait qu'il s'adresse directement au lecteur, lui en tant qu'auteur. Et donc, en fait, il nous décrit ses personnages lui-même et parfois il s'arrête pour briser un peu le quatrième mur et nous parler directement en disant je me permets là de faire une pause dans mon récit, cher auteur, tu vas voir qu'en fait tout dépend de ce qui s'est passé il y a 3 siècles de cela. Et en fait, il va remonter parfois dans le temps. On va comprendre que les magiciens vivent des siècles et des siècles puisqu'on suit le même personnage, je sais pas, au début du XVIIIe siècle. Et voir comment une conséquence dans l'histoire a pu en fait changer les choses dans le temps présent. Et voilà, donc c'est un auteur que je kiffe très particulièrement. J'étais assez surpris. Le Paris des Merveilles, au début, ça me parlait pas des masses parce que j'étais très attaché à ce qu'il avait fait dans Les Lames du Cardinal. Et du coup, son Paris des Merveilles, comme il m'avait parlé, je n'en avais entendu parler au tout début par un GN qui avait été créé, un Grandeur Nature. Et de fait, je m'étais intéressé pour le premier tome parce qu'il était question que je puisse aller y jouer avant la période Covid. Et du coup, voilà, j'étais assez content de finir ça. Il y a une BD en 2 tomes que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Les Artilleuses, qui est sortie en 2020 et 2021. Paraît-il que c'est pas foufou, donc je vais quand même le lire. Et on m'a conseillé, il y a pas très longtemps, un autre cycle de cet auteur qui s'appelle le cycle Wildstalt, je sais pas comment ça se prononce, qui est apparemment un des premiers cycles qu'il a écrit, donc je sais pas ce que ça donne. Et voilà, et je suis assez... En fait, c'est marrant parce que Les Lames du Cardinal, c'est très mousquetaire. Le cycle d'Ambremer, c'est vraiment à Paris, années 20. Malgré tout, il y a le même style d'écriture, très héroïque, très pulp. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à des héros qui sont quasi invincibles, qui arrivent toujours à faire leurs actions, qui arrivent toujours à réussir les choses. Mais quand justement ils n'y arrivent pas, ça devient tout de suite très grave. Donc en fait, on a une façon d'appréhender le danger qui est assez intéressante. Et du coup, dans le cycle du Haut Royaume, ce qu'il nous propose par la suite, que moi j'ai un peu moins accroché, il nous propose un peu une intrigue un peu à la Game of Thrones, que je pense qu'il maîtrise un peu moins. Mais voilà, si vous aimez les trucs un peu édulcorés et fun, je vous conseille très largement d'abord Les Lames du Cardinal, parce que vraiment pour moi c'est le top du top. Et ensuite le Paris des Merveilles, qui est quelque chose de sucré. C'est vraiment super agréable, ça se lit tout seul. Il a une facilité de narration qui est assez cool. On parlait de GN, enfin tu en parlais. Je crois savoir que Quetrus, tu connaissais ce GN ou je sais même pas si tu as eu l'occasion de le faire. Ouais, complètement. C'est l'Alsace des Merveilles dont tu parlais. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, bah en fait j'ai découvert l'univers de Pével avec ce GN où il transpose en fait le même univers mais dans l'Alsace, comme ça annonce, comme ça s'entend, pardon. Et c'est génial parce qu'ils ont repris plein de folklore alsacien et ils l'ont mélangé à la sauce Pével, quoi. Et donc l'action prend place en 1902 ou 1901. Et en fait, on est dans un ancien pensionnaire d'un orphelinat où il y avait des expériences un peu d'hybridation avec les fées et c'est un peu bizarre. Ça m'étonne pas, tiens. Et du coup, ouais, je me suis vachement intéressé à son univers. Et puis, dans le GN, il y avait une aide de jeu qui raconte un peu tout ce qui s'est passé, la déclaration du royaume des fées au milieu du 19e, ce genre de trucs. Et en fait, tout ce que ça ouvre derrière. Et ouais, moi, j'ai kiffé ce GN. D'ailleurs, je devais y retourner en photographe avant qu'il soit annulé. Tellement j'ai aimé, tu vois, et tellement j'ai adoré l'ambiance, l'univers. Mais du coup, j'ai pas encore lu les bouquins. On m'a offert Les Lames du Cardinal, par contre, donc ça, c'est sûr, je vais le lire. Mais ouais, c'est comme toi, quoi. Le GN m'a donné très, très envie de découvrir son univers. Et vas-y. Non, et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh, le mec, il a juste fait un mélange de royaume féerique en France et tout ça, et puis voilà, c'est un peu du réchauffé. En fait, non, c'est vachement plus fin que ça. En plus, le royaume des fées, il est spécial, il apporte des améliorations technologiques de ouf aux humains. Il y a les problèmes d'immigration, un peu comme dans la série qu'il y avait sur Prime d'ailleurs, ce genre de choses. Donc le racisme,
Enfin, c'est hyper complet, c'est sur la différence aussi pas mal. Alors je sais pas si dans le bouquin c'est retranscrit, mais ou si c'est les auteurs du gène qui ont mis beaucoup de sur tout ce qui est mince transsexualité, le genre, etc. Et mélanger ça avec les différents peuples du royaume des fées, c'est hyper riche. Et si le bouquin est aussi riche que ce que j'ai vécu en GN, je pense que je me le lirai assurément. Non, je pense qu'ils ont vachement élargi les thèmes, mais il y a de quoi faire en fait dans tout. En fait, Pavel, il ouvre vachement de clés, enfin vachement de portes dans son univers, hein. Parce qu'en vrai, au bout de 3 tomes, tu t'as pas trop visité le monde des fées, où tu comprends un peu leur politique globale et qui s'aiment, enfin quel peuple aime pas quel peuple. Mais le pourquoi du comment, tu l'as pas vraiment. Et donc, du coup, il ouvre un peu des portes comme ça sans vraiment les refermer. Et il se concentre beaucoup uniquement sur ces 2 héros-héroïnes, en fait. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, je pense que ça a dû vachement lui servir pour les lames du cardinal derrière, parce que là, il traite vraiment que 2 personnages. Vraiment, Griffon et Aurélia, c'est vraiment les 2 personnages qui sont vraiment ultra traités dedans, dans le sens développés au maximum, même leur relation est énormément développée avec tout l'amour et la haine qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. Et les autres sont vraiment ponctuels, juste comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, il leur donne juste ce qu'il faut comme trait de caractère et comme temps de présence pour leur donner une consistance. Mais à côté de ça, tu sens qu'en fait, il les aime pas plus que ça. En fait, il les met là pour que les héros puissent jouer avec. Et à contrario, dans les Lames du Cardinal, comme il y a enfin, plus de personnes, c'est toute une équipe entière. Et tu retrouves un peu certains trucs qu'il aime bien chez les héroïnes, entre guillemets, la façon dont il traite son premier personnage. En fait, tu le retrouves beaucoup dans les Lames du Cardinal, mais son héros de base, il est vraiment disséminé dans tous les autres personnages. Il a vraiment, chacun, dans les Lames du Cardinal, chacun a son caractère très fort. Et en fait, il arrive vraiment ouais, je sais pas, il a fait une équipe entière d'un seul personnage. C'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, ça les rend ultra attachants tous, parce qu'ils ont tous leur façon d'être, ils sont tous très archétypés, mais ça fonctionne très bien en tant qu'équipe. Et c'est pour ça que le jeu de rôle, je pense qu'il est très bon aussi. Parce que quand tu arrives à tirer un peu sur les traits des archétypes sur les joueurs autour de la table, ça fonctionne assez bien. Et il y a ce côté mousquetaire très héroïque, très facile qui fonctionne. Et voilà, et c'est pour ça que son cycle sur le royaume, je le trouvais pas terrible en fait, parce que tu sens qu'il essaye de faire un truc politique, géopolitique plus global, comme le fait Martin dans Game of Thrones. Mais il n'y arrive pas trop parce que en fait il perd du temps à détailler trop de choses sur un seul héros et en fait t'as l'impression que du coup le héros veut faire un truc avec le roi, mais en vrai il est en train de se battre contre un gouverneur de merde dans une contrée débile, quoi, tu vois, et du coup il y a le côté le royaume est en danger, tu le sens un peu moins, je trouve. Il y a un côté qui a le cul entre deux chaises, quoi. Juste toute petite parenthèse, parce que ça m'y fait penser dans le fait que sur GN, j'ai découvert l'univers de Pével, mais pas que. Parce que comme l'action se passait en Alsace en 1901, en fait, il y avait aussi tout un pan sur l'histoire de l'annexion de l'Alsace et la Lorraine après la guerre de Prusse et tout ça. Et tout ça pour dire que voilà, faites du jeu de rôle, faites des GN, faites ce genre de choses. Parce que au-delà du fait que c'est un super loisir, que ça permet de s'épanouir, etc., de s'émanciper, il y a tellement, il faudrait faire une émission spéciale là-dessus. Mais c'est aussi quand on est sur des univers historiques ou sur des GN historiques, en fait, on va plonger un peu plus dans notre histoire, dans des régions, tout ça, et on découvre plein de trucs et tout est passionnant, quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse et je la referme tout de suite. Oui. Tu oublies de dire avec qui tu étais ce Et GN. oui, excuse-moi, pardon. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que, enfin, moi, comme toi, j'ai découvert l'œuvre à travers ce GN. J'y étais allée parce que l'époque, l'esthétique me plaisait. Voilà, c'était du GN 1900. Et c'est vrai souvent aussi, je suis très hypée par les GN en raison des costumes et de l'esthétique. Je connaissais pas du tout l'œuvre et les rêves, c'était Adèle Blanc-Sec. Bon, ça, j'aime beaucoup. Paris des Merveilles, je connaissais pas. Et j'ai complètement découvert l'œuvre aussi à travers la documentation de jeu qui était hyper complète
Et tout d'un coup, je me disais: «Waouh, mais je comprends pas, il y a des dragons, il y a des chats ailés», enfin, tout un univers complètement fou, justement ce monde, complètement régi par les fées. Et ce que tu disais, Zef, sur le fait que les personnages sont hyper forts et donc ils arrivent vraiment à déplacer des montagnes, mais en même temps, quand ils se plantent, les conséquences sont assez graves. C'était hyper bien retranscrit, et ce qui fait que ce gène était super intense dans tous les choix qu'on faisait, dans toutes les implications, quoi. J'ai vraiment passé 2 jours de jeu à flipper de chacune de mes enfin, à être en stress ultime de tout ce que je faisais, de toutes les conséquences que pouvaient avoir, nos actions. C'était vraiment très cool et puis dans un lieu, qui marchait bien et avec ce mélange aussi sur l'histoire alsacienne, c'était vraiment très cool et donc en effet, c'est une œuvre qui est sur ma to-do lecture depuis, voilà. Et du coup, Zef, je sais pas si tu suis un peu ce qu'a fait Pierre Pével, mais j'ai l'impression, comme tu dis, il a fait pas mal de cycles. Est-ce qu'il sait déjà jusqu'où il va aller? Est-ce qu'il est au bout? Enfin, qu'est-ce que tu sais par rapport à ça? En fait, les cycles sont pas. Ça parle de cycles, mais ça, c'est pas. Ils sont pas liés entre eux. En fait, c'est à chaque fois un monde différent. Donc en fait, les lames du Carnial sont pas du tout reliées au cycle du Paris des Merveilles, qui sont pas reliées au royaume. Donc là, son cycle du royaume, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Je vais pas dire de conneries. Donc c'est pas encore, il a pas encore fini. Mais je sais pas. Moi, j'ai lu que les 2 premiers, donc je sais pas où ça en est aujourd'hui. Et je, je, je reprendrai sûrement un jour, mais je suis pas plus excité de ça à lire son cycle dessus en fait. Mais peut-être que, mais voilà. Mais je vais m'intéresser à son premier cycle, Wildstat. Je sais pas comment on le dit, comment ça se prononce. Wilstadtt. Donc et voilà. Il y a En assez effet, vieux, en Illstadt, 2001. je dirais. Illstatt, ouais, peut-être. Et il y a notamment un de ces cycles qu'il a jamais terminé visiblement, que je regardais justement, c'est dans l'univers de Night Prowler, où Nightcrawler, ouais. Ouais. il a fait le In Memoriam, qui est le deuxième cycle de cette partie-là, et qui reste inachevé encore aujourd'hui, après ce premier tome de 98. 1998. Ouais, je crois qu'il y a eu un jeu de rôle de Nightcrawler. Je crois que PVL avait participé aussi à ça. Mais je suis pas sûr de. Faut que je regarde. Je sais Si, c'est plus. ça, tout à fait. Et Oh, bah voilà. c'est sous le pseudonyme de Pierre Jacques qu'il a participé. Ok. Mais c'est Voilà. vieux comme truc. Ouais, c'était avant les années 2000, donc ouais. Ouais. C'était en effet un jeu de rôle. Mais je crois que ça Très se bien. passait dans Paris aussi, Nightcrawler. Non, c'était pas un truc comme ça? J'ai une connerie. Euh, Un Paris modifié, je crois, ou un truc comme ça. Ou je confonds avec un autre jeu, mais je vais regarder. Ok, ou peut-être que, cher auditeur ou chère auditrice, tu vas regarder toi après avoir écouté ça. En tout cas, merci Zef de nous avoir parlé du. Alors, sauf si, pardon, Julie t'avait pris la parole, mais je sais pas si tu voulais rajouter des choses en plus. Non, j'ai tout dit, merci. C'était bon, et que Truss aussi, il me semble. Désolé, donc oui, c'était Le Paris des Merveilles, donc par Pierre Pével, dont nous a parlé Zéphiriel aujourd'hui. Enfilez vos genouillères et vos coudières, car ce soir, Julie nous emmène faire du roller. Enfin, tout en faisant un petit peu de danse. Oui, ok, vous l'aurez compris, on va parler de roller dance. Julie, on t'écoute. Oui, bah alors moi ce mois-ci, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup regardé de films ou de séries parce que j'ai surtout passé mon temps dehors et parmi mes activités de plein air extrascolaires, j'ai fait du roller et tenté de faire du roller dance. Donc ça fait quelques temps que j'ai ressorti mes roller quads qui dormaient dans mon placard. Et avec ma sœur et des amis, on s'est monté un petit groupe et on s'est motivé pour se mettre, pour certaines, pour se remettre pour d'autres, au roller. Et avec un objectif, c'était danser comme Oumi. Alors Oumi, c'est une nana qui s'appelle Oumi Janta et il y a quasi pile poil un an, elle a posté une vidéo sur Insta et on a vu cette fille, mais trop cool, trop stylée, trop belle, qui danse sur ses rollers. Et t'as vraiment l'impression qu'elle glisse sur l'eau tellement c'est fluide. Et la vidéo a évidemment cartonné. Et depuis il y a un an, tout le monde a voulu se mettre au roller dance et acheter les mêmes rollers que cette nana.
À tel point que la marque en fait de ces rollers, qui est en gros c'est un peu la marque de référence américaine de patins un peu rétro. Donc c'est ces patins avec une bottine en cuir blanc ou noir, genre vraiment le patin des serveuses à roulettes dans le diner, quoi. Et ben cette marque était en rupture de stock totale. Elle a vu ses commandes voilà, multipliées fois 10. Ils n'arrivaient plus à faire face. Bref, c'était la folie. On a attendu genre, je sais pas, quasi 8 mois pour recevoir des rollers. C'était assez dingue. Alors le roller dance, je sais pas trop si vous connaissez la discipline, mais c'est vraiment un style propre. C'est du roller donc sur des quads, hein, pas sur du roller en ligne, et c'est un mélange un peu de disco, mais aussi il y a des influences un peu hip-hop, Comme dans Smurf. En tout le clip cas, de c'est Madonna. très groove. Ouais, 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 Hmm. absolument. Et c'est très groovy, quoi. Donc les techniques, c'est surtout ce qu'ils appellent du footworks. C'est quand même l'essentiel de la technique. Donc c'est des jeux de jambes faits debout, quoi. Des petits pas style moonwalk ou des rotations, donc le spinning. Tu tournes vraiment sur toi-même sur un cercle tout petit, hyper vite. Des fois, il y a des pas qui ressemblent un peu plus, euh, je sais pas, à des claquettes ou à des choses comme ça, où il y a vraiment plus le patin qui est posé, vraiment comme si c'était des chaussures, et parfois c'est un peu plus roulant. Et c'est une discipline en général enfin, à la base qui se pratique en salle, sur du parquet, vraiment. Euh, donc il y a des clubs, il y a des cours même de roller dance. Mais de plus en plus, c'est aussi, ça se fait aussi dehors, quoi, sur du bitume. Euh, donc vous connaissez peut-être un peu des cousins du roller dance. Donc il y a le roller derby. Euh, je dis cousin parce que ça recoupe un peu les mêmes communautés quand même de nanas. Alors pour le coup, le roller derby, c'est vraiment de la course en équipe. Ça se passe sur une piste, un peu comme une piste de vélo, quoi. Et c'est des courses qui sont assez agressives où le but du jeu est de dépasser les membres de l'autre équipe ou de les bloquer. Donc c'est beaucoup de castagnes et voilà, et beaucoup de bleu. Euh, il y a également une autre discipline de roller qui s'appelle le roller artistique. Alors là, pour le coup, imaginez, c'est comme du patinage artistique, mais version patin à roulette. Donc on retrouve tous les codes du patinage artistique ou de la danse de salon, à savoir tenue lycra moulante horrible, paillettes, froufrou, portée, danse en couple, voilà, je vous laisse imaginer. Ça se fait même d'ailleurs avec des rollers en ligne, la discipline de roller artistique. Je vais pas juger de l'esthétisme du truc, mais bon, voilà, c'est pas trop mon délire. Et puis il y a une discipline aussi qui s'appelle la danse en roller. Alors ça rappelle vraiment les meilleurs moments. Je sais pas si vous regardiez aussi beaucoup la série Malcolm in the Middle, mais le père Hal, parmi ses passions foireuses qui durent 2 semaines, à un moment donné, il se paye une phase roller dance où il a des costumes comme ça, pas de def, on le lycra avec des paillettes, et puis il est ouf, voilà, et c'est sa nouvelle passion. Donc là, on est d'accord qu'on parle pas de ça. Le roller dance, c'est vraiment plus le roller disco qui a connu son heure de gloire vraiment dans les années 80-90, quoi. En France, d'ailleurs, dans le film La Boum, il y a une scène qui est tournée dans un club mythique de roller disco qui s'appelait La Main Jaune à Paris et qui était vraiment la dernière salle de roller disco à Paris qui a fermé en 2013. Et donc dans La Boum, il y a cette fameuse scène où ils sont au roller disco. Et en fait, on est un peu passé d'une discipline ringarde qui était vraiment
vraiment très 80s, à un truc qui est un peu de nouveau cool maintenant. De toute façon, on se rend compte en voyant parfois sur certaines marques les temps d'attente pour avoir ces rollers. Et alors c'est marrant parce qu'il y a toujours des salles en activité autour de Paris, en province, qui sont comme ça, restées un petit peu figées dans le temps. Mais il y a aussi un peu de plus en plus des soirées roller disco qui pop un peu partout, dans des lieux un peu plus originaux. Et puis, euh, et puis il y a Venice Beach, quoi. Ça a toujours été le bassin de toutes les activités glisse un peu old school et ça n'a jamais arrêté. Et il y a vraiment genre des stars du roller dance. Et puis, voilà quoi, avec le temps qu'il fait quand il n'y a pas les orages, quoi de mieux, hein, par cette chaleur en fin de journée, avec le soleil rasant, la brise dans les cheveux, équipé d'un mini short et de chaussettes montantes pour aller rouler et puis se vautrer hein, quand même de temps en temps sur le bitume. Voilà, donc si vous avez des vieux patins qui traînent chez vous, sortez-les, allez rouler, ouais, de danser un peu dessus. En tout cas, juste déjà le plaisir de retrouver cette sensation des rollers. En général, on en fait ado et puis on n'en fait plus après. C'est vraiment très très cool de retrouver ça. Pensez quand même, si vous vous lancez dans l'aventure, à mettre des protections, surtout des protège-poignets. Voilà. Et pas juste sur les genoux et sur les coudes, du coup. Aussi, ouais. Mes genoux, mes poignets, c'est important quand même. Faut pas les Ouais, oublier. c'est vrai. Et casque. Ouais. Et casque. Et casque aussi, ouais. Vaut mieux avoir l'air, entre guillemets, un peu ridicule, mais... T'es ouf, vraiment, le quand casque, ça te défonce? Ouais. Ouais, non, les casques, ils Bien sont sûr. cool, hein. Il y a des casques cool, hein. Et du coup, toi, t'en es où en termes de roller? Est-ce que tu t'es dit, allez, je vais m'acheter la paire pour m'amuser, la paire pour m'entraîner? Est-ce que t'as envie de faire des trucs un peu foufou Ah, autour de ça? Alors moi niveau matos, j'avais une paire qui roule bien, mais qui est pas une paire de roller dance à proprement parler. Mais ça m'empêche pas de m'amuser avec et puis d'essayer d'apprendre des petites figures, de passer des petits trucs. Après, moi j'en suis encore au début, donc tu regardes un peu des tutos YouTube, tu regardes comment déjà juste tourner, faire des demi-tours, tourner sur toi-même, essayer de faire des petits pas. Et, euh, et c'est hyper grisant, hyper addictif, même si c'est, heu, juste techniquement le fait de passer, à un truc qui est basique, mais ça fait tellement plaisir. Donc pour le moment, je reste avec, ma paire, telle qu'elle est. J'ai pas la prétention à à devenir, super forte dans la discipline, mais c'est vraiment ce petit plaisir d'essayer de passer des petites figures et puis d'être avec les potes en écoutant de la musique. 16 ans à nouveau, c'est super. Mais il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. En tout cas, je rebondis sur ce que tu disais un peu plus tôt, mais on a mis évidemment en description dans le podcast la vidéo, la fameuse vidéo de Oumi Adjanta quand elle danse sur Instagram, que j'ai regardé pendant que tu parlais d'ailleurs. C'est vrai que c'est magnifique. C'est On fou, se dit, hein. ah, ça a l'air facile, mais bon, j'ai pas envie de tester. Peut-être que... Ah oui, non, la question que je me pose, et peut-être que d'autres se posent, même si je pense quand même avoir la réponse, mais on parle toujours de roller en carré, hein, 2x2, pas les rollers en ligne, hein, ça n'existe pas, le roller dance avec ce genre de patin? Alors tu peux, mais c'est vrai que c'est quand même c'est rare quoi. Certains dansent avec des rollers en ligne, mais c'est pas très adapté parce que euh, tu peux plus difficilement bouger ton pied ou le poser comme si tu faisais des pas en marchant. C'est vrai que le roller en ligne est pas, enfin c'est fait pour faire de la vitesse, pour rouler, donc c'est mais certains le font, voilà. Après, il y a aussi un délire, esthétique et rétro dans le roller disco et c'est vrai que, avec le roller en ligne, ça marche moins bien, quoi. On se projette moins, dans les années 80, quoi. Mais ça existe. Et tu faisais tout à l'heure le lien avec le roller derby, mais à part le fait qu'il y ait du patin et que ce soit la vitesse, je vois beaucoup moins le côté danse en fait dans le roller derby. C'est comme tu dis, c'est plus agressif, c'est plus, Mmh. c'est peut-être moins joli à regarder. C'est peut-être pas le mot que je cherchais, mais c'est ouais, il y a moins ce côté danse en tout cas, clairement.
Ouais, carrément. Il y a pas de danse. Après, souvent, on fait un peu le comparatif parce que déjà, c'est une discipline sur des rollers quad également, le roller derby. Et aussi parce que c'est une discipline qui a voilà, vécu un gros revival il y a une dizaine d'années. Donc, ça, ça recoupe aussi un peu des communautés qui se croisent. Clairement, voilà, des roller derby, bah, c'est essentiellement féminin. Roller dance, c'est quand même aussi pas mal féminin, même s'il y a des mecs aussi hein, qui en font. Et voilà, c'est un peu les disciplines cool. Voilà, roller dance, c'est le roller derby d'il y a 10 ans, où c'était le nouveau truc auquel tout le monde avait envie de se mettre, mais qui existait déjà avant, qui avait été un peu oublié, quoi. T'en as déjà pratiqué du roller derby? Non, jamais. Jamais. Et ouais, ça me ferait un peu flipper, mais pourquoi pas. Je pense que si j'ai l'occasion d'en faire, si voilà, je trouve quelqu'un pour m'initier, m'accompagner, pourquoi pas. Après, je pense que je t'avoue, j'ai jamais roulé sur un parquet et rien que d'y penser, je me dis c'est trop la patinoire, quoi, c'est trop la vôtre. Mais pourquoi pas. Ça paraît peut-être moins dangereux que sur du bitume, justement, non? Ouais, mais t'as quand Ça même fait moins plus peur. d'accroche parce que le parquet, quand même, ça glisse énormément. Hmm. Donc, ouais, sur du bitume, bah, de toute façon, tu t'éclates les dents sur du bitume ou sur du parquet, c'est pareil, hein. Ça Je fait pense mal que aux dents c'est le dans même tous les cas. résultat, hein, voilà. C'est clair. Est-ce que Quetrus, par exemple, on peut l'imaginer un jour faire du roller dance? J'ai envie de voir ça. Ok. Kétrus, à toi. Oui, tout à fait. Le roller, moi, c'est un truc de ouf en fait. J'ai fait du roller depuis tout petit. Et j'ai arrêté qu'il y a, je sais pas, 10 ans, un peu plus. Un truc comme ça, quoi. Et j'en ai toujours fait, j'ai toujours fait plein de rollers, surtout du roller en ligne en fait, parce que les quads, j'ai pu, à un moment donné, c'était pas la mode en fait. Et ouais, j'ai toujours fait du roller. Avec des potes, on essayait de faire les figures aussi, mais en ligne, c'est avec les rouler en arrière, faire les dérapages, aller à fond, rouler sur une seule jambe, faire les figures avec comment ça s'appelle, les zigzags, etc. Quoi. Donc ouais, il y a une période où j'ai pas arrêté d'en faire en fait. J'en ai fait énormément. On s'est fait la cour avec ma femme en faisant du roller. Voilà quoi. Donc ouais, et pour en revenir sur le roller dance, c'est ça? Dans ce sens-là? Attends. On peut revenir sur ce point? Ouais. Ouais, on apprend Tu- quelque chose. Juste, ouais, Alors, revenons sur on peut préciser qu'il vient de dire la cour avec sa femme, se faire Oui, la Tu voulais qu'on cour. dise comment? Il y a eu beaucoup de mots dans une phrase. Et... Bah, Alors, il faut on que tu s'est reviennes dragué, dessus, je sais quoi. pas. Ah, j'ai dit la cour. C'est Bah oui, mais pécho, comme ça, genre. ça entretient le fait que je suis le plus vieux du VHS. C'est Ouais. vrai, mais revenons sur ça et après tu pourras dire ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Raconte-nous. Non, mais en fait, on s'est connus d'abord à l'UCP. Comment On s'est s'est passé connus à l'UCPA à Serre Chevalier. Enfin, bref, je sais même pas pourquoi je dis ça. Et après, en fait, on a gardé contact et on s'est revus à Paris. Et en fait, c'était les premières rando roller. Et du coup, moi, je faisais toutes celles du vendredi, celles où ça speedait. Ça, c'est Ouais. le vendredi. Et puis, en gardant le contact, on a fait ça avec d'autres potes. Et bah voilà, quoi. À force de tout le temps se voir à faire du roller, après, on sortait faire du roller, etc. Et puis, bah, on s'est dragouillé comme ça, quoi. Donc, ouais, j'ai fait beaucoup de roller. C'est mignon. Et j'en ai refait dernièrement. Ça va, j'ai pas trop perdu, mais ça me fait mal au dos. C'est le vieux, quoi. Et le roller dance. Et je les avais, les Fisher Price, là, que t'as affiché dans le Discord, les vieux Fisher Price, je les avais, ceux-là. Ouais, je voulais en parler Ouais. après. Qui ne roulait pas Qui ne d'ailleurs. roulaient pas. Bah, limite, c'est pas plus mal pour roller dance, Non, quoi. C'est c'est vrai. vrai. Et pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est les Fisher Price jaunes, bleus et Ouais. orange. Enfin, je pense qu'on les a tous eus si on a une trentaine d'années, on va dire 30 C'est à ça, 40 ans peut-être. 30, ouais. Et ouais, c'est mes derniers rollers en quad justement Ouais. que j'ai eu. Donc, parce que je suis pas très roller. Mais bref, je te laisse Et le reprendre. roller dance, bah ça tue. Moi, je kiffe. En fait, j'ai déjà regardé des vidéos de roller dance. Il y a des clips de ouf aussi. Je pense à un clip qui est filmé de nuit sur une route à l'arrière d'une voiture avec 3 nanas qui commencent à arriver en roller dance. Enfin, en roller, mais qui dansent aussi, du coup, ouais, en roller dance. Putain, j'ai l'impression de faire la vidéo du disque dance là, de Michel et Michel. Et ouais, elles arrivent déjà, c'est super beau parce qu'elles arrivent de la pénombre dans les phares de la voiture.
Et en fait, elles dansent, elles reculent, elles se croisent, elles sont en arrière, tout ça. Et c'est d'une fluidité de ouf avec une musique un peu techno cool dessus. Et il n'y a rien de plus beau, quoi. Enfin, franchement, ça défonce. Tout à l'heure, je citais aussi le clip de Madonna. Bah, c'est pareil, il y a un putain de style. Et puis, enfin, c'est fou. Enfin, moi, je suis fan de ce truc-là. Je trouve que c'est sexy, c'est fluide, c'est beau, c'est harmonieux, c'est puissant des fois. Enfin, non, moi, je suis fan de ça. Je pense que jamais j'en ferai parce que voilà, remettre des quads maintenant, il faudrait que je perde 20 kilos, quoi. Mais ouais, moi je kiffe ça. Je trouve ça trop beau et je pense que tous ceux qui aiment ça devraient en faire. Le clip dont tu parlais, je pense que c'est. Alors, je crois que c'est Chet Faker C'est ça. et c'est Candice Hayden Ouais. qui roule dans le clip, Qui est incroyable. C'est trop beau, quoi. Elle est C'est, géniale, quoi. En plus, comme ça, comme la voiture roule et qu'elles accélèrent et reculent, tout ça, ça donne une impression. C'est génial. Je l'ai regardé 3 fois d'affilée, je crois, la dernière fois, en grand écran, dans le noir. C'est magique, quoi. Et toi, Zafirel, est-ce que tu aimes bien le roller? Je crois qu'on a peut-être même déjà fait une fois du roller ensemble, mais plutôt roller en ligne. Je me souviens pas qu'on en ait fait, mais on en avait parlé au tout début, ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de roller aussi dans ma prime jeunesse, quand j'étais dans le sud de la France. Mais je faisais du roller en ligne, mais je faisais pas du roller pour rouler. Moi, je faisais du stun. Donc, j'ai des gros rollers, des CI5 pour ceux qui connaissent, Je me rappelle. qui me permettent de faire des figures, de rider, de slider, de faire du truc sur les rampes et le reste. Et j'ai fait ça pendant un petit moment, ouais, quand j'étais dans le sud pendant quelques années. Donc voilà, et j'ai essayé de faire une fois avec un pote une sortie roller classique. Et en vrai, bah, moi, c'est pas des rollers qui sont faits pour rouler, donc en vrai, ils me mettaient à l'amende tout le jour, quoi. Moi, j'étais derrière. Enfin, c'est des trucs qui doivent faire, je sais pas, 2 kilos par pied. C'est fait pour prendre des coups et pas pour rouler. Donc en vrai, c'est pas du tout le même principe. Mais à en parler, là, ça m'excite pas mal en vrai. Et je pense que j'aimerais bien les ressortir, les dépoussiérer et repartir sur du stun pour en faire. Ouais. Eh ben vas-y, hein, faut tenter. Moi, j'ai pas beaucoup fait de roller par rapport à vous, je pense. Et comme je disais, mes derniers vrais rollers en quad, c'est les Fisher Price de toutes les couleurs. Mais par contre, j'ai fait du roller hockey à un moment donné, parce que des collègues en faisaient, j'ai suivi. Ça défonce. Oula. J'étais un peu mauvais à ça, mais je trouvais ça cool. Ouais, voilà, il y a quelques zones dans Paris où on se plaçait s'il y avait personne et on faisait ça avec nos crosses, quoi, de grosses crosses en bois. Quand tu prends le métro avec, on te regarde un peu bizarrement, mais c'est rigolo, quoi. Et donc, tu faisais du roller hockey avec des rollers en ligne. Ouais, tout à fait. Ok, Ouais, ouais, c'est le parce meilleur. Ouais. qu'il y a quad aussi, il y a des équipes qui font avec du quad. Ouais, je fais ça. On fait ça aussi dans le sud quand avec des potes et c'est clairement le. Enfin, moi, je trouve ça trop cool en vrai. C'était vraiment super, super dur, mais super bien quoi. J'en Ouais, faisais c'est avec mon un- père de ça un genre. et mon frère. C'est trop bien. Eh ben, comme quoi. Et on voit sur le Discord, parce qu'on enregistre actuellement en direct sur le Discord de VHS, il y a évidemment le lien plus bas dans la description, mais on voit les fameux rollers de Zef. Ouais, les Oh, CI5. Pour la petite histoire, j'avais bossé tout un été pour me les payer à l'époque. Ça valait 600 balles. Moi aussi. Et j'étais obligé, comme j'ai des grands pieds, je fais du 46-47, j'étais obligé de les faire commander en usine. Donc quand je les ai achetés, bah en fait j'ai dû attendre, je sais plus, 3 semaines pour pouvoir les avoir. Parce que personne n'avait cette taille de pied. Et le gars dit, bah non, on n'a jamais des trucs aussi grands. J'ai niqué vos races. Donc j'étais un peu deg. Mais j'étais tellement content de les avoir, putain, c'était trop cool. C'était la grosse époque, hein. Moi, je me rappelle, j'avais acheté les roulements Ah, et les gommes à part. Je les avais montés, je les retournais, je les entretenais avec de l'huile. Enfin, c'était ouf. c'est ouf. Ouais, ouais, tu faisais tes montages toi-même et Ouais. tout. Ah, j'ai Ouais. jamais Tu fait réglais ça. ta J'ai barre, pété, j'ai etc. pété un axe de roue d'une des deux roues, enfin d'un des deux patins, un des axes du milieu, milieu avant. Et je n'ai jamais réparé. Je roulais à 3 roues sur un des patins. La galère, quand même. Non, c'est pas en fait, tu sens pas la différence, mais c'est juste que du coup, bah, c'est juste pour montrer les coups qu'ils ont pris en fait. C'est vraiment ils ont souffert, mais ils sont là pour ça, donc ils aiment ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, peut-être pour conclure, Julie, quand est-ce que tu t'engages à nous faire une petite vidéo de ce que tu auras appris, ton meilleur move que tu auras vu en vidéo YouTube? Ah, Un live Twitch. bah peut-être que je vais peut-être que je vais rouler demain. Donc si j'arrive à faire des choses pas trop ridicules, peut-être que je vous ferai des petites vidéos. Mhm. Eh ben, écoute, avec plaisir.
En tout cas, merci Julie de nous avoir parlé du roller dance et de nous avoir permis de nous exprimer sur nos différentes expériences autour du roller. La deuxième moitié de Lupin vient de paraître sur Netflix, mais ça n'est pas tout à fait de ça dont on va parler Catrus, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste. En effet, c'est du plus grand cambriolage de l'histoire de l'art, lui aussi disponible sur Netflix, dont on parle ce soir. Que Là, je voulais commencer ma chronique en disant Lupin, il peut aller bien se rhabiller, quoi. Ce gros tocard. Et ben il peut toujours, peut-être. C'est vrai. Tu peux le faire. Et du coup, oui, je vais vous parler de ce qui est considéré. Bon, c'est aussi le nom de la série Netflix, peut-être que ça joue un peu sur le jugement. Mais le plus gros cambriolage d'art de l'histoire. Voilà, et donc c'est le nom de la série Netflix. This is a robbery. Donc c'est un cambriolage. Et The World's Biggest Art Heist. J'espère que je prononce bien. Et Heist, pardon. Heist. Oui, ouais, voilà. Heureusement, il n'y a pas Lulu. Oh, je me serais pas engueulé. Oh. Et Je me suis sûrement fait engueuler là. c'est vrai. Et du coup, alors déjà, le reportage est incroyable, mais je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé. Donc c'est assez récent quand même. Ça s'est passé la nuit, au début de la nuit du 18 mars 1990 à Boston, dans le musée qui s'appelle Isabella Stewart Gardner Museum, qui a l'air, en tout cas, qui a l'air d'être un musée d'art absolument incroyable. Et si un jour je vais à Boston, je veux absolument aller le voir parce que c'est fou. Et en pleine nuit, alors que c'est un musée qui est quand même bien gardé, avec deux gardiens de musée en poste, deux hommes s'introduisent en tenue de flic dans le musée. Alors déjà, ils se font ouvrir par un des gardiens, ce qui est une chose incroyable et c'est aussi pour ça qu'ils ont été suspects. Enfin bon, bref, il y a tellement de choses dans cette histoire. Donc ils ont réussi à s'introduire, ils rentrent, ils passent le sas de sécurité, ils menacent les deux gardiens, ils les bâillonnent et les attachent au sous-sol à des canalisations d'eau ou de gaz, je ne sais pas. Et après, peinard pendant, je crois, 4-5 heures, ce qui est un temps mais hallucinant pour un cambriolage quand on sait d'habitude ça dure quelques minutes parce que c'est trop dangereux, faut se dépêcher. Et ils vont aller prendre 13 œuvres, ils vont aller découper les œuvres dans leur cadre et ils vont les voler. Et dans ces œuvres, il y a des choses de ouf. En plus, des tableaux que j'avais vus, que je connaissais, que je ne savais pas qu'ils ont été volés. Il y a du Vermeer, il y a plusieurs Rembrandt, il y a du Manet, il y a du Degas. Il y a quasiment que du Degas, d'ailleurs. Je crois qu'il y a 5 ou 6 Degas qui ont été volés, des croquis principalement. Il y a même un ancien vase chinois super vieux. Alors ça, c'est le truc complètement incroyable parce que tu n'as que des grands tableaux de grands auteurs. Et tu as un vase ancien chinois et tu as un aigle impérial qui existait sur les drapeaux en fait pendant les guerres napoléoniennes. Pardon. Donc le truc complètement, déjà rien que ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que les gars volent des tableaux, ils auraient pu prendre d'autres tableaux qui étaient très connus. Et en fait, ils volent une douzaine de tableaux et 2 objets complètement insolites en fait dans ce genre, dans ce cambriolage. Et donc déjà c'est complètement inexpliqué. Ils se demandent comment ça a pu se passer, comment des gars déjà ont pu se faire passer pour des policiers, pourquoi les gardes leur ont ouvert, etc. Et s'ensuit toute une suite d'enquêtes. Ils soupçonnent fortement les gardiens. Surtout parce qu'un des 2 gardiens est un hippie à l'époque. Il fait passer son temps juste à fumer des gros joints, à faire de la musique de jeunes un peu délurés. Et voilà, il est juste gardien. Il s'avère que c'est pas eux, etc. Et je passe très rapidement et je vais pas tout raconter. En fait, ils commencent à se douter que c'est lié à la mafia de Boston, qui est une mafia qui est très importante et très, très puissante à l'époque. Et pourquoi ? Parce que en fait, chose que j'ai apprise, c'est que quand la mafia vole des œuvres d'art, c'est pas forcément pour les revendre sur le marché, parce que en fait, vendre un Rembrandt hyper connu, c'est pas facile. Alors il y a des acquéreurs, il y a des gens, c'est souvent des acquéreurs privés bien évidemment, où ils vont le donner, ils vont essayer de se débrouiller pour le vendre comme ça. Non, en fait c'est pas pour les vendre, ils les gardent et en fait c'est des assurances, c'est des tickets sortis de prison, comme au Monopoly en fait. C'est-à-dire que c'est des œuvres tellement importantes, personne ne veut perdre des Rembrandt, des Degas, etc. Que quand ils sont incarcérés, quand ils vont être jugés, et ben en fait ils arrivent à négocier des remises de peine. Mais genre pas juste la remise, ok tu feras au lieu de 10 ans tu feras que 5 ans. Non.
c'est zéro, rien, nada, plus de poursuite, fini quoi. Donc en fait, ça leur sert de ticket sortie de prison. Donc ils vont commencer à essayer de chercher, comment ça s'appelle, vers la mafia. Le problème, c'est que les gars commencent à se faire arrêter, personne ne parle. Alors, ils commencent à avoir des doutes sur un gars de la mafia qui en fait a été accusé et qui est complètement innocent. Le mec meurt. On se rend compte qu'en fait, à un moment donné, sa femme l'avait vu déposer un tout petit de gars au milieu de son salon en se disant bah, je sais pas ce que c'est. Tu vois, les mecs traitent ça. Tu vois un salon kitsch à mort. Le kitsch italien, si vous préférez. On a parlé de Fantagaro, bah voilà, mais genre un peu contre années 90. Et les gars affichent ça en plein dans leur salon. Et donc, ils continuent à chercher les œuvres, etc. Ils tombent sur un voleur d'œuvres d'art du coin, parce que voilà, qui n'est pas lié à la mafia, un mec, mais complètement haut en couleur. C'est hallucinant. C'est pareil. En fait, chaque petite histoire de chaque suspect devient une histoire qui pourrait être racontée aussi dans un documentaire en entier. Un gars, mais qui est si spécialisé dans le vol d'œuvres d'art. Il a réussi à le faire habillé en livreur FedEx une fois. Il a volé un tableau comme ça. Une autre fois, ils y sont allés à plusieurs en pleine journée avec des armes automatiques. Les mecs ont tiré comme des oufs dans les escaliers alors qu'il y avait des gardes, ils tuent personne. Et au dernier moment où son complice va vouloir se défendre sur un garde qui arrive juste au moment et s'il tire, il le tue. Le mec dit non, ok, laisse tomber, et en fait, ils se font arrêter, quoi. Enfin, c'est que des histoires comme ça, des vraies histoires bien de gangsters. En plus, on commence à voir qu'il y a peut-être un truc qui se passe avec l'IRA aussi, que l'IRA aurait pu récupérer, pareil, des œuvres d'art pour essayer de les échanger, soit de les vendre, mais surtout, pareil, de faire libérer des mecs emprisonnés. Enfin, ça part dans tous les sens. Voilà, je vais pas en dire plus, il y a plein de choses. Il y en a qui disent qu'avoir retrouvé le tableau, il le montre à un journaliste, mais juste genre 2 secondes dans un entrepôt à New York, à la lampe de poche, le mec a à peine le temps de le regarder, parce que ce gars-là veut le revendre. Mais du coup, vu qu'il commence à parler, des gens de la mafia commencent à pas être contents, donc lui il dit plus rien, il se tait, puis le truc est complètement disparu de la circulation. Et voilà, et à l'heure actuelle, on sait toujours pas où sont ces 13 œuvres. Incroyable. On ne sait pas où elles sont. C'est-à-dire que tous les protagonistes, tous les suspects, tous, et ça a même remonté en Angleterre et tout ça, ils sont tous morts en fait. Et personne n'a jamais parlé. Personne n'a brisé la loi du silence. De temps en temps, il y a un petit témoignage qui ressort d'une veuve ou de quelque chose comme ça qui dit que peut-être un jour elle a vu un tableau quelque part. Et en fait, personne ne sait pas. Personne ne sait rien en fait. Et les tableaux sont toujours inconnus, plus les 2 petits objets un peu insolites. Ils se doutent peut-être qu'il y en a aux Émirats Arabes Unis, parce qu'il y a des grandes familles qui commencent à monter leur grand musée, hein, avec leur folie des grandeurs, où ils veulent construire un musée aussi plus prestigieux que le Louvre, etc., ou la Tate Gallery, etc. Donc ils se disent que peut-être un jour, ça va ressortir, peut-être dans une collection privée là-bas, ou dans un musée. Donc ils savent pas. Voilà, c'est des histoires. On l'écrira en fiction, on dirait mais non, c'est tiré par les cheveux. Non mais il y a trop de personnes, il y a trop de personnages. Non mais là vous rigolez. Forcément la police trouve un truc. Bah non, pas du tout. Il y a des retournements, il y a des personnages de romans, un peu comme dans la mafia, on en trouve plein des comme ça. Et je vous le conseille, ce reportage est fantastique. L'histoire qu'il y a derrière l'est encore plus. De voir l'histoire des œuvres qu'il y a derrière. Un peu tout. Pourquoi les mecs... qui a été le complice? Pourquoi? Comment? Qui les a possédés? Est-ce que certains... est-ce qu'ils ont divisé le magot? Etc. Enfin, voilà. C'est une vraie histoire policière, mais une histoire vraie. C'est marrant parce que j'ai envie de te poser plein de questions, mais j'ai aussi envie de voir le documentaire, donc j'ai pas trop envie de spoiler, enfin d'ouvrir le spoil, on va dire. Mais je me dis, mais... Alors déjà, je pense que plus c'est gros, plus ça passe. Il y a des fois des trucs, enfin... On parle de 1990, où on peut se déguiser en policier encore à cette époque, et passer... C'est fou, ouais. C'est juste fou qu'après, on voit dans un Lupin où c'est hyper scénarisé et tout, et finalement tu te dis, il y a des trucs, c'est hallucinant, et je suis sûr que c'est possible. Hein. Mais bon, c'est quand même assez fou, et surtout, mais comment t'en fais quoi de ces œuvres après, une fois qu'elles ont été volées? Alors tu peux les revendre à une mafia ou je sais pas, de manière cachée, mais à un moment ça va se savoir, et quand ça va remonter, ça va ressurgir. Enfin, à qui est la propriété de ce bien au final? Faut que, techniquement ça doit revenir musée, oui. au musée où ça a été volé, j'imagine.
Donc même si c'est exposé, comme tu dis, demain dans un truc qui est à l'autre bout du monde, bah, entre-temps, il y a eu 30 ans qui sont passés, mais enfin, il y a pas un délai, on va dire, ah bah c'est bon, ça fait 50 ans, maintenant c'est plus à personne, quoi. Enfin, ça restera la Non. propriété d'origine du musée, quoi. Mais Sauf en s'il plus, le disparaît demain, truc je sais pas. de fou, c'est que tu te dis, là, faut bien se rendre compte que le musée offre 10 millions de dollars de récompense pour quelqu'un qui donnerait une information valable. C'est même pas pour une œuvre, tu vois. C'est pour une information valable. 10 Ah non, mais millions de dollars. c'est incroyable. Donc ça veut dire que, vraisemblablement, soit c'est dans des collections privées, les mecs s'en battent les reins et jamais tu les reverras, quoi, genre un oligarque russe ou un prince saoudien. Soit, en fait, bah voilà, il n'y a plus de témoins, il n'y a plus personne, et est-ce qu'elles seront perdues à jamais? On ne sait pas. Est-ce qu'elles sont abîmées? Et est-ce que si tu donnes suffisamment d'indices de manière plus ou moins régulière, tu accumules les 10 millions de dollars et finalement avec l'argent que tu as gagné, tu peux racheter l'œuvre que tu C'est ça. vas rendre. Je pense que les œuvres aujourd'hui sont dans les mains de personnes tellement puissantes que tes 10 millions de dollars, Si, tu n'auras elles pas le sont, temps de les c'est ça qui dépenser. est Ouais. fou. Ça se trouve, C'est ça. elles ne sont pas. Ouais. Ça se trouve, elles sont détruites, c'est horrible, c'est triste. Oui, oui, s'il faut. Enfin, je pense que je pense pas qu'elle soit dans un grenier quelque part Ouais. perdu, quoi, tu vois. Tu as vu le documentaire peut-être, Zef? Non, 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 elle est sur ma watchlist depuis un moment, depuis quelques jours. Mais je connaissais de loin l'histoire. C'est comme parce que ça fait partie des gros cambriolages qui ont marqué le monde, comme celui du Crédit Ouais. Lyonnais dans le sud de la France, où les mecs avaient creusé un trou. Je crois que c'était sans haine ni violence, un truc comme ça. Euh, et c'était, enfin, ça fait partie des trucs où t'as trop envie de voir l'histoire parce qu'en vrai, c'est ouf. Et c'est marrant. Mais clairement, c'est le truc qui fascine autant que ça répugne parce que en vrai, c'est le moment où tu es en train de prendre un peu d'idéaliser des voleurs, tu vois, donc c'est un peu, c'est marrant. Est-ce que c'est pire qu'avoir une passion pour les serial killers, par exemple? Je sais pas. Franchement, c'est proche. Oh, c'est pas non, mais c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux dans le sens. Enfin, c'est là où la question se pose, c'est à quel moment tu idéalises ce que tu es en train de regarder ou de trucs, quoi. Mais c'est pas, je suis pas mieux que la ménagère de 40 ans qui lit Detective Magazine pour voir combien de personnes ont été violées en série par un violeur. Enfin, tu vois, c'est pas mieux non plus, quoi. Mais effectivement, c'est bizarre de se dire qu'à un moment tu trouves que le génie du mal est tellement ouf là derrière tout ça. Je dis génie du mal dans le sens expression large, hein, que ça force le respect en fait. Je dis, les personnes sont tellement soit surintelligentes dans le sens elles ont vraiment pensé à tout, soit en jouer de chance à un niveau mais enfin infini quoi, pour que à un moment T le mec regarde à gauche pour pouvoir passer à droite. Tu vois genre, c'est vraiment et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce prisme-là, en fait, qu'il n'y a pas grand-chose qui est vraiment calculé à ce point-là. En fait, tu vois, il y avait un documentaire Netflix dans le même style qui s'appelle Evil Genius, qui était assez ouf, parce qu'à la fin, en fait, tu te rends compte de choses qui sont précalculées par des personnes en te disant, mais c'est pas possible que les personnes aient vu aussi loin ou compris que les choses allaient se dérouler comme ça. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent de chance, j'imagine, derrière. Quoi. C'est assez dingue. Voilà. Et Julie, de ton côté, est-ce que tu connaissais cette histoire des trésors volés? Vaguement, vraiment très vaguement. Mais moi, je suis sûre que les tableaux, ils sont derrière un frigo, C'est c'est possible. impossible. C'est des trucs, tu peux pas les vendre, tu peux rien en faire. Alors, sauf si vraiment tu as revendu ça à des mafieux qui le gardent dans une collecte, enfin, tu vois, dans une collecte privée. Mais moi, je vois bien le truc. Genre, limite, on sait même plus où ils sont tellement on les a planqués parce qu'on pourrait plus rien en faire, quoi. Et ouais, je sais pas. C'est vrai que ça force un peu l'admiration et en même temps tu te dis bah c'est dégueulasse parce que tu soustrais des œuvres qui devraient être accessibles à tout le monde et appartenir à tout le monde entre guillemets à travers les musées. Mais je pense que c'est juste des gens qui sont drivés par le sport, tu vois, la beauté du geste. C'est pas tant la thune qu'il y a derrière, c'est juste se dire on va réussir ce cas. C'est finalement la finalité derrière d'avoir les tableaux ou d'en tirer quelque chose. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie de fantasmer le truc comme ça et de manière un peu moins cynique que juste on a fait un casse et puis on a gagné des sous dessus et puis ça s'arrête là. Dans ces cas-là, tu braques une banque, quoi.
Mais Ouais, c'est plutôt un défi quoi, qui se sont lancés, un truc à la con, comme tu dis. Ça se trouve, ils ont planqué les trucs dans un pauvre carton au sous-sol du ouais, musée, genre merde, personne on ne sait sait. pas quoi en faire Mais maintenant. Bon bah vas-y, on les fout là et puis personne sait où c'est et Non, mais c'est nul, hein, mais- moi, je préfère voir. Mais c'était hyper prémédité. Hein. C'était hyper préparé tout ça. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai envie de penser que certaines œuvres en fait sont juste perdues en fait. Et que c'était tellement le bordel et que les mecs ont tellement pas voulu briser la loi du silence et qu'ils sont tous morts, soit par des règlements de compte, soit de maladies, de trucs comme ça, que voilà, en fait, c'est mort. Ça se trouve, on a le Rembrandt avec le bateau, là, vous verrez, ça s'appelle The Storm on the Sea of Galilee. Et, euh, et ça se trouve, ce truc-là est perdu à tout jamais, et c'est fou, quoi. C'est incroyable. voilà, ouais. Ou quelqu'un expose ce qui déclare être un faux alors que c'est le vrai, mais ça se transmet juste de manière cachée dans une famille ou j'en sais rien. Non, non, mais ça c'est un faux, vous inquiétez pas, alors que tout Ça est donne envie possible en d'écrire termes de des théorie, quoi. histoires, en fait, c'est fou. Et, ah, mais complètement, exactement. Et Zef, tu voulais intervenir? Oui, je sais plus ce que je voulais dire en vrai, mais c'est pas grave. Pas de problème. Mais je comprends en tout cas le côté assez fascinant dans l'histoire, même si c'est pas forcément une bonne chose d'avoir, enfin c'est complètement pas une bonne chose d'avoir été volé ça, mais tout ce qui en découle d'ailleurs en termes de théorie et qu'est-ce qu'ont pu devenir ces œuvres, c'est un petit côté assez fascinant quoi, en tout cas. Moi, c'est pour ça que je regarderai, je pense, ce documentaire. C'est un documentaire unique, c'est pas une série quoi. C'est une mini-série. Si je ne me Une trompe mini-série, pas. d'accord, ok. Ok, j'ai pas été vérifier ça, mais ça doit pas être forcément très long à regarder en tout cas. Très bien. Bah, en tout cas, merci Cotrus de nous avoir parlé donc de Vol au musée, le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art, dans son titre français, hein, This is a Robbery en anglais, et qui est disponible actuellement sur Netflix. Et c'est donc l'heure de parler de défis. Alors le défi c'était quoi? On en avait parlé le mois précédent, donc à l'épisode 30, où on avait dit qu'en 5 minutes il fallait compléter, reprendre ou revenir sur une ancienne chronique qui avait été faite par une autre personne, sur un sujet qu'on n'avait jamais vu, lu ou joué auparavant. Et j'avais cité comme exemple en intro de ce podcast, par exemple Julie joue à Zelda Phantom Hourglass et rebondit sur ce qu'a dit Zef dans l'épisode 30. Alors Julie, est-ce que par exemple tu as joué à Zelda Phantom Hourglass? C'est un exemple hein, seulement. Oui, bah absolument pas. J'ai pas fait ça et parce qu'en fait j'avais envie de rechroniquer une chronique de Zef sur Métro 2033 de Dimitri Meilleur choix. Gloukovski. Trop bien. Mais alors, le problème, c'est que je me suis dit, je vais faire ça, mais j'ai pas commencé à lire le livre. Donc, ce que je peux vous dire en attendant à ce stade hein, de ma connaissance de l'œuvre, c'est que l'édition livre de poche est assez agréable. Hein. C'est une couverture mate qui est toute douce, avec un format plutôt de type Le rectangulaire. grammage, c'est quoi? Ce qui est fou C'est pour un quoi, bouquin, quoi. Voilà. Bon. Waouh. Là, je sais pas. Attends. Non, Une je chronique sais la pas. texture du doit livre être en 600 fait. pages. Ouais. D'accord. Composé de plus de 800 pages à peu près. ça. Hein, écrit en taille d'écriture Ouais. Police 12. moyen gros, voilà. C'est quel typo? On n'a pas précisé peut-être. Pour Je sais roman. pas, ça ressemble à du. Oh, Comment ça s'appelle Calibri là? avec ou sans Non, c'est sérif? pas ça. Je sais pas. Ah En tout mince. cas, l'odeur du papier et de l'encre, à la fois je l'adore et à la fois je la déteste, parce que ça me rappelle l'odeur du tabac froid dans une voiture familiale aux alentours de 1992. Triste. Et en tout cas, c'est mon projet que de relever ce défi, je pense, durant l'été, hein, de lire ce bouquin. Voilà, du coup, c'est le propre des défis, c'est que parfois c'est l'échec. On n'arrive pas Mais trop à les relever. Mais moi je trouve ça fabuleux. Hein. T'as quand même réussi à meubler pendant 2 minutes sur un truc que t'as pas fait quoi. Donc c'est ouais, c'est c'est parfait. bien. Meilleure chronique. T'as C'est juste une pas- chronique complémentaire de celle de Zef, voilà, qui nous avait pas C'est parlé vrai. du papier, du bouquin.
C'est vrai. Du coup, tu as pris ma chronique parce que moi aussi, je voulais parler de ce que j'avais pas pu lire en termes de livres, mais j'ai pas regardé la typo, j'ai pas acheté le livre, je l'ai pas emprunté, et je vous dirai pas ce que c'est parce que je préfère d'abord le lire. Mais voilà ce que j'ai pu faire en termes de défis. Mais en tout cas, je sais très précisément ce que je veux lire. Et alors, ouais, pour faire un peu un petit côté Julie, à essayer de meubler pour parler pour rien dire. J'aime pas spécialement beaucoup lire de base, sauf peut-être les romans graphiques ou les BD parce que c'est illustré et ça me plaît un peu plus. Mais les romans purs, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à me concentrer sur une page blanche en fait. C'est un truc, voilà. Mais il y a quand même quelques œuvres que j'ai pu lire dans ma vie, pas assez très clairement, mais il y en a une en particulier que je dois lire. C'est même pas que j'ai envie, c'est que je suis obligé de le faire. Et je pense que vous pouvez peut-être deviner de quoi je parle. On en a déjà parlé peut-être dans les tout débuts du podcast. Voilà, c'est un indice assez gros, mais il faudra que je le lise un jour, tout simplement. Mais je vais l'acheter déjà pour commencer. Voilà, mes 2 minutes sont passées. On va Je vois passer pas à du Zef. coup, toi, tu Mais vois, c'est en fait, quoi, je du veux coup? savoir. Euh, je pense que ouais, les plus anciens savent, et Julie, je te le dirai en privé. Voilà, je t'envoie un petit message. Ok, Voilà. ça marche. À toi, Zef. En fait, évidemment, j'ai pas préparé, donc je suis allé redescendre la liste des trucs qu'on a discuté sur les derniers épisodes, et j'ai vu en fait que quelqu'un, alors je sais plus qui c'était parce que j'ai pas les embeds sur le podcast Addict, et quelqu'un avait chroniqué It's okay to not to be okay. Hailey. Je crois que c'est Ellie. Si Ouais, je il me me semble que c'était Ellie et en vrai, du coup, comme je l'ai regardé depuis, alors je sais plus si je l'avais regardé à ce moment-là déjà ou pas, donc je vais quand même sûrement tricher un peu, c'est pas grave. Je vais donner mon avis sur cette série, qui est une série, un drama coréen qu'on peut trouver sur Netflix. Et c'est très amusant parce que c'est une pote qui qui était de passage sur Paris, qui m'avait dit, ah, faut absolument que tu regardes cette série, entre autres avec Crash Landing on You, que Anya avait présenté aussi dans le Contrecast. Et donc j'ai commencé par Crash Landing on You, qui est quand même une série qui doit faire 12 épisodes, et chaque épisode dure 1h30. Donc il faut se les enchaîner quand même. Et que j'avais kiffé de ouf. Je vous conseille très largement la série. Et ensuite, j'ai enchaîné avec It's Okay to Not to Be Okay. Et c'est absolument une des séries les plus fantastiques en type de drama coréen que j'ai jamais pu voir de ma vie, même si j'en ai pas vu beaucoup. C'est une série qui est ultra humaine, qui traite vraiment de son sujet, à savoir aussi bien les rencontres que l'amour et de la haine, et de la puissance des sentiments familiaux, qui le traite, mais d'une façon vraiment géniale. L'acting coréen, faut aimer, hein. C'est un peu bizarre de temps en temps, mais dans tout le reste, c'est encore, c'est vraiment ouf. Enfin, la photo est ouf, la réal est complètement dingue. Les décors, pas les décors, mais les vêtements, enfin de l'héroïne, entre, parce qu'il y en a une, le centre de la série, c'est une nana qui est écrivaine et qui est absolument géniale dans la série. Elle a des tenues, mais qui sont à tomber par terre. Vraiment, à chaque fois que je la vois, je me dis, waouh, c'est ouf comment elle tient bien son truc. Et voilà, c'est une grosse série, parce qu'il faut quand même se l'avaler. Et je crois qu'il y a 12 épisodes aussi d'1h30 à chaque fois. 1h20 ou 1h40, comme ça, peut-être. Mais c'est une série que je conseille largement. Et ouais, par contre, ouais, Céline nous demande sur le Discord s'il faut avoir un bon mood. C'est pas une série qui est très Joyce. Non, faut pas être dans un moment un peu dark de ta vie, parce que c'est pas super ouf. En fait, chaque épisode reprend un conte qui existe, genre La Belle et la Bête, ou truc comme ça, et te fait une petite morale à la fin dans une trame très grosse. Et en fait, chaque épisode te fait une petite morale. Et vraiment, enfin, rien que d'en parler, j'ai envie de re-regarder certains épisodes. Parce que voilà, c'est trop bien. Donc, je vous conseille largement ce truc. It's okay to not to be okay. Et pour terminer dans ce défi, est-ce que Cutrus, tu peux nous dire ce que Oui. tu as pu Alors, compléter comme j'ai chronique depuis bien 2-3 semaines Enigme Archer de Julie dans mon sac. Donc j'ai lu 2 pages, donc non. Je voulais parler... Attends, je viens de compter, ça fait 2 pages de plus que Julie sur Métro et Hey, moi sur mon défi. trop Donc c'est déjà bien. pas mal, mais vas-y. Bravo, bravo. Du coup, je voulais regarder Control, chroniqué par Julie. J'ai pas eu le temps. Je voulais parler de It's Okay Not to Be Okay. J'ai regardé que le premier épisode. Ça défonce. C'est ouf. Je redis, la photo, elle est Merci. incroyable. La réalisation du premier épisode, elle est à tomber par terre. Et même les instants
Non, mais laisse Le tomber, couteau, non, mais mec. Le couteau, tellement cool, stop bah. motion et tout, enfin, c'est fou, en animation. Incroyable. Donc voilà, je voulais parler de Landforce 2-3 que j'ai commencé à relire depuis 20 ans, mais j'avais déjà lu, donc ça rentre pas dedans. Voilà, que dire Bah du coup, j'ai regardé Alice in Borderlands, Ah, trop bien. présenté par C'était un de mes coups de cœur. Anya, je crois. Je pense pas qu'on l'ait chroniqué, Je- mais j'espère que- je sais que j'avais fait un coup de Si, cœur. si, Si, on l'a c'est ce qu'on y a. chroniqué On dans en le avait parlé, 28. John, ouais. Mais non, j'aurais On l'a oublié. chroniqué dans le 28. Si, et même, tu sais pourquoi Alors là, c'est la preuve que le défi marche. C'est que j'avais commencé à regarder l'épisode 1 avant la chronique. J'avais pas accroché. Et en fait, je m'étais arrêté juste avant qu'il commence les épreuves. Le con. Et du coup, en fait, en écoutant la chronique et Zef qui était, et toi aussi, qui était dithyrambique dessus, je me suis dit, bah vas-y, Hugo. Et en fait, je me suis binge-watché toute la série, toute la première saison. Et je plus sois, c'est absolument fantastique. C'est peut-être un peu moins la fin. Pareil, je trouve qu'au niveau réalisation, c'est super bien fait. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de plans, il y a des façons de filmer les épreuves qui sont vraiment ingénieuses. Pareil, tout ce qu'au niveau étalonnage et tout ça, je trouve que c'est soigné. La photo est quand même assez soignée. Et je trouve les acteurs fantastiques aussi. Et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, ça sert à ça le Contrecast, à nous faire découvrir des super séries. Et ouais, je suis sur le cul. Et peut-être que vous pourrez me renseigner, c'est inspiré d'un manga ou d'un. Ouais, c'est ça. Et il existe, il est fini ou pas? Ah, aucune idée. Je sais que c'est un manga, mais je. D'accord. Je sais que la série rattrape ce qui a déjà été écrit, mais j'en sais pas plus. Mais je préfère attendre la série. Parce que j'ai vraiment Et tu, beaucoup tu aimé devrais regarder, du coup, ça y met, tu devrais regarder Liar Game, qui est Oui, un c'est manga. Liar Game. Tu m'as dit quand je t'en Ouais. ai parlé. Ouais, Ouais, voilà, tu dois regarder aussi. Pareil Tu devrais kiffer. Ouais, je pense. Avec En les drama, acteurs- ouais, avec les acteurs. drama japonais. Liar Game? Non, comment t'as dit? Liar Game. D'accord, Liar, ça marche. comme le menteur. Ouais. Le jeu du menteur. Et bah ok. Il y a 2 Cool. saisons et la première très est trop bien, la deuxième est merveilleuse. Mais voilà, faut rentrer dans ce contexte de ultra bizarre, quoi, tu vois, dans le mode. Mais c'est trop bien. Ouais, mais c'est cool. Moi j'aime bien. Voilà. Et on me dit que c'est un manga en 18 tomes qui est fini en France. Donc, Liar Game. Ah yes. Alors, je sais pas si on parlait de Liar Game ou d'Alice. Ouais. Ouais, du coup. Ah Non, Alice, c'est Alice, d'accord. on parle d'Alice. Merci Céline. D'accord. Super. Ok, bah finalement, ce défi, c'était pas le meilleur défi qu'on ait eu en termes de réussite, mais, Sympa, c'est moi qui ai eu l'idée. Sympa, ok, d'accord. non, en termes de réussite, j'ai pas dit en termes de qualité des financés, mais en tout cas, on a quand même partiellement répondu, et peut-être que c'est toi, Zef, qui remonte la moyenne à ce défi, hein, finalement. Donc, puis un petit peu quand même, Cotrus. Ouais, j'ai bien triché quand même. Pourquoi un petit Ouais, peu? mais bon. Bah, un petit peu parce que t'as. Non, complètement en fait. Parce que t'as eu plein Bah d'idées oui. et t'as quand même fait un truc. Non, mais complètement. Non, mais ouais, ça fait 2 sur 4. Donc c'est. Avec ça, on peut avoir le bac. Hein, donc voilà, tout simplement. Très bien. Et sur le prochain défi, on en avait aussi un petit peu discuté en amont, mais à l'écrit cette fois-ci sur Slack. C'est encore une idée de Zef, c'est ça hein, qu'il faut dire. Qu'on pourrait regarder quelque chose ensemble, en tout cas découvrir quelque chose ensemble, et en parler à chaud après sur un podcast dédié, chose qu'on pourrait faire peut-être sur le mois de juillet, si ça vous convient, bien évidemment. Bah, c'est mon Allez. idée, donc oui, forcément, c'est bien. Ok, j'ai pas entendu toutes les réponses, mais je pense pas avoir entendu de nom. Oui. Il y a une expo au Grand Palais, je crois, en ce moment, qui a l'air cool. Qui disent genre expo immersive, mais c'est des œuvres lumineuses, enfin qui jouent avec la lumière et tout ça. Ça pourrait être intéressant si elle est encore. Ça Oh, vous on chauffe. pourrait vraiment faire une sortie scolaire tous ensemble. Ouais. Ah, mais je suis Bah, chaud. par exemple. Pour de Franchement. vrai, ce serait trop bien. Eh ben, on va regarder si c'est possible en respectant tout ce qui est aspect sanitaire. Et puis, si en plus on est disponible tous ensemble, il y a moyen de faire un truc. Quoi, Moi, carrément. j'aurais mon passe sanitaire. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi aussi, hein, parce que deuxième vaccin lundi, mais bref, on s'en fout. Ok, et ben on en discute et on essaie de se faire ça, en tout cas, une découverte commune. Et on en parle ensemble après, si ça vous va. Voilà. Yes, Trop grave. bien. Très bien. Et bah c'est terminé pour les coups de cœur. Non. Bah non. C'est terminé pour les défis, voilà, c'est mieux. Et donc, on passe au coup de cœur après ce petit loupé. Je vais commencer cette fois-ci parce que je crois
Il me semble que dans ce podcast, on n'a pas encore parlé de jeux vidéo, donc c'est pour ça que je remettrai en avant parce qu'il m'a particulièrement plu, et je sais qu'au moins une des 3 personnes avec moi y a joué. C'est Returnal sur PS5. C'est pas forcément un jeu qui a énormément fait parler parce qu'il est que sur PS5 et c'est encore compliqué d'avoir une PS5 aujourd'hui en France, en juin 2021. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, donc il faut savoir que c'est un concept de roguelite, c'est-à-dire que on meurt, on recommence à zéro, ou presque à zéro. Et ça se joue, donc c'est un monde en 3D, en vue à la 3e personne. On incarne une certaine Selene qui a son vaisseau qui s'écrase. On sait pas trop ce qui se passe. Elle avance dans un monde plutôt hostile et elle se rend compte qu'elle trouve un corps par terre qui a la même combinaison qu'elle. Et en fait, en retournant ce corps mort au sol, elle se rend compte que c'est elle-même. Donc en fait, elle va réaliser à ce moment-là qu'elle est dans une espèce de boucle temporelle un peu chelou. On sait pas trop ce qui se passe et je vais pas trop en dire plus si le jeu vous intéresse. Mais il faut apprendre à mourir, à recommencer, à pas faire les mêmes erreurs et aller de plus en plus loin et jusqu'à le terminer si possible. C'est un jeu qui est assez difficile. J'ai pas les derniers chiffres en tête, mais dans les gens qui l'ont commencé, il y a peut-être qu'un quart des gens qui arrivent à le terminer, ou en tout cas qui ont été au bout de l'acte 2, ce qui est même pas la vraie fin du jeu, et ce que j'ai fait pour l'instant. Et voilà, je me suis vraiment éclaté dessus. Voilà, je vais même passer la parole à Zéphiriel pour savoir avoir son avis en 3 secondes avant peut-être de lui présenter son coup de cœur. Ouais, ça bute, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai ragé longtemps dessus parce que moi je suis à l'acte 3 et enfin j'ai fini l'acte 3 mais faut le refaire parce que faut faire la vraie fin. Ouais, tout à fait. Mais non, il est trop bien. Il gère le roguelite ultra bien. C'est un jeu qui visuellement oufissime, je trouve. Enfin, il gère le décor, l'environnement, le changement de décor. Comprendront ceux qui ont joué au jeu de façon ultra ouf. Ouais. Le son enfin, ils ont fait un travail sur le son qui est vraiment monstrueux. Si t'as pas joué au casque, vraiment joue au casque. Enfin, ça te rajoute des sensations monstrueuses, je trouve, parce qu'il y a un son binaural qui est vraiment ultra fin. De type, tu peux entendre clairement qu'un tir vient de derrière toi et tout. Donc vraiment, t'as un côté assez ouf. Et voilà, je kiffe. Je l'ai pas relancé depuis un moment parce que mon coup de cœur à moi en ce moment, comme on parle pas assez de jeux vidéo dans ce podcast, c'est aussi un jeu vidéo. Je crois qu'il doit dater de 2018, je crois, un truc comme ça. Parce que j'ai lancé Spider-Man qui était sorti sur PS4. Parce que j'ai acheté une PS5 pour jouer à des jeux PS4. Et en fait, je me suis platiné le jeu. J'ai fini le 3e DLC aujourd'hui, juste avant de venir sur l'émission. Et voilà, je trouve que les DLC sont mieux que le jeu de base. C'est incroyable. Parce que je trouve que l'histoire, elle est super, elle est assez fine, même si elle monte vraiment trop fort dans les affrontements en mode toujours plus gros, toujours plus fort. Mais je trouve qu'il y a des side quests qui sont vraiment trop cool. Et vraiment, le jeu a plein de défauts, énormément de défauts, mais il est cool. Tu prends un plaisir malin à avancer dans le jeu et à résoudre toutes les missions, même les petites missions annexes, quoi. Ok, très bien. Ce qui me donne envie de le lancer parce que j'ai juste fait le jeu et pas les DLC. Julie, de ton côté, est-ce que tu as un coup de cœur ? Oui, alors moi, je me rends compte que je vous ai jamais parlé de Midnight Dinner Tokyo Stories, qui est une série dispo sur Netflix, qui est trop bien. En fait, c'est une série qui se passe au Japon, à Tokyo, dans un quartier qui s'appelle, enfin, un quartier Golden Gai, où en fait c'est plein de petites échoppes et de petits restos, mais vraiment minuscules, qui sont voilà, tenus par des gens qui sont un petit peu chez eux, si tu veux, et avec une clientèle vraiment d'habitués, parce que c'est des lieux microscopiques. Et en fait, cette série raconte toutes les soirées de ce petit restaurant. Et en fait, chaque épisode a le nom d'un plat, parce que chaque épisode tourne autour d'une recette qui est faite en plus à la demande, parce que la spécificité du resto, c'est que en fait, tu rentres et tu demandes au chef ce que tu as envie de manger, et s'il a les ingrédients dans son frigo, pas de problème, il te le fait, même si c'est pas à la carte. C'est une série qui est trop chouchou, franchement, c'est hyper feel good, c'est trop bien.
t'es dans du coton d'amour et de mignonnerie. C'est vraiment chouette. L'acteur qui fait le chef, il a vraiment une gueule en plus, un peu à Takeshi Kitano avec une balafre, machin. C'est super série. Ça a été adapté aussi en version coréenne, mais je ne l'ai pas vu. Et ça a été adapté en version chinoise aussi, mais ça a pas marché. Voilà. Donc je vous recommande ça chaudement si vous avez besoin voilà, de petits trucs qui font du bien. Et puis, par contre, prévoyez de manger avant parce que ça donne très faim. Sa défense, pour avoir regardé, je le relaye complètement, ça tue. Mais en fait, je viens de faire le lien tardivement, mais c'est en fait, il y a eu un roman graphique qui s'appelle La cantine de minuit. Absolument, c'est tout à C'est fait ça. ça. Ouais. Et finalement, tu as un peu réussi ton défi dont on parlait avant parce que c'est ce qu'a déjà chroniqué Anya. Un peu plus tôt. Non! Ah oui, Voilà. oui, oui. Ah Donc, bah c'est tu bien, vois, vous je avez l'avais plein de liens avec loupé. l'épisode. Bon bah Voilà. Tu l'avais ton défi. écoute, la boucle est bouclée. Tu l'avais, exactement. Et j'avais lu le tome 1 et c'est très très cool. Et c'est vrai qu'il faudrait que je regarde la série aussi. Donc, ouais. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est clair que ça fait saliver, quoi. De juste de lire un truc comme ça, c'était fou. Enfin, soit un plat que t'as déjà mangé, soit tu veux le tester. Enfin, c'est trop bien. Et pour terminer, du coup, ce tour des coups de cœur, ça va être ton tour, Cotrus. Oui, moi je vais rester dans le thème de l'art avec une petite web série sur Arte TV. Il y a 10 épisodes de 4 minutes, c'est tout petit. C'est écrit et interprété par Hortense Bellotte, que je trouve assez géniale. Et je dis pas ça parce que j'ai bossé avec elle et que c'est une femme formidable, et hyper gentille et douée. Et en fait, elle revisite des chefs-d'œuvre de l'art. Et alors, au niveau de la réal, c'est complètement barré, c'est assez loufoque. Et ça la revisite pour se dévoiler la puissance érotique des œuvres. Donc en fait, tout est tourné autour de l'érotisme et un peu du sexe. Et ça de façon complètement barrée. Et voilà, je vous le recommande, c'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est moderne, c'est iconoclaste, c'est vraiment génial. Ça s'appelle donc Merci de ne pas toucher et c'est disponible sur Arte TV. Parfait. Et ben merci pour ce dernier coup de cœur. On fait donc un récap de cet épisode 31 où Zéphiriel nous a parlé du Paris des merveilles de Pierre Pével. Julie nous a fait un petit peu remémorer nos souvenirs de roller avec le roller dance et que Truss, le documentaire Vol au musée, le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art, avec les défis, les coups de cœur. Merci encore une fois à la team pour vos différentes chroniques. Je voulais quand même rappeler quelque chose au niveau du podcast, c'est qu'il y a 3 façons de nous remercier. La première, je pense que Truss, je vais te laisser improviser, sachant que tu n'étais pas forcément prêt à ce moment-là à intervenir, mais il y a un truc qu'on doit faire absolument pour soutenir le podcast, et qui est gratuit. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Oui, Bien sûr, bonsoir. Jean de Couscous, bonsoir. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs informations dans le jeu footballistique. Eh bien, quelle est la meilleure ? Ça, je sais pas. Il y a le 4-4-2, il y a les choses, et il y en a d'autres. Et voilà, et c'est comme tu mets par exemple beaucoup de monde sur le milieu de terrain, par exemple. Tu connais quoi ? Le 3-5-2, c'est trop bien. Oh, le 3-5-2, voilà. Alors le 3, bon, je l'oublie, le 2, je l'oublie, et qu'est-ce qu'il nous reste ? Genre de Le 5, les milieux de et terrain. ben voilà, et ben les 5 milieux de terrain, c'est un peu comme les 5 étoiles d'une équipe de football. Et voilà, et c'est les mêmes 5 étoiles qu'il faut mettre sur iTunes, et surtout, et sur, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, c'est 5 étoiles. Après, ces fabuleux accents, on se moque pas, hein, on a fait les commentaires sportifs. Pas du tout, pas un du peu tout. plus du sud, peut-être. Mais oui, il faut mettre 5 étoiles, ça c'est important pour nous soutenir. Ça, c'est la façon numéro 1 de nous remercier. La deuxième, c'est quoi ? C'est comme vous pouvez participer, comme la Grande Intendante, comme Yakbar ou encore Gigoz, en nous offrant l'équivalent d'un café, d'une bière, ou encore d'un jeu en promo sur Steam que vous lancerez peut-être jamais, en donnant peut-être au VHS directement avec le Patreon. Il y a le petit lien qui s'affiche en bas. Évidemment, c'est facultatif, mais évidemment, ce sera toujours apprécié par les membres de l'équipe pour augmenter la qualité des podcasts, peut-être augmenter le nombre de podcasts, comme vous voyez, ça grandit un peu de mois en mois, donc ça c'est plutôt cool, et ça nous fait toujours plaisir, bien évidemment. Et la troisième façon de nous remercier, c'est d'être là en ce moment maintenant, à nous écouter encore, d'être arrivé jusqu'au bout de ce podcast, c'est super cool, parce qu'on fait ça pour le fun, ça nous fait kiffer, et c'était important encore une fois de le rappeler, de vous remercier en tout cas de nous écouter, que ce soit en juin 2021 ou même dans quelques semaines, mois ou même années, je sais pas. On va faire un dernier tour de table pour savoir quelles sont vos actualités du moment, à commencer par toi, Zéphiriel. Qu'est-ce que tu fais d'autre que ce podcast ? Je fais plein de choses. Je joue beaucoup en ce moment. Je fais du jeu de plateau. Je stream du jeu de plateau et je fais du stream du jeu de rôle avec
avec mon pote Sylphie, entre autres, et Grand Poil, et Coran, et aussi Luxbox, tout lundi sur deux, voilà, sur le stream du Défaussé. Ok, parfait. On peut même mettre un petit lien sur la chaîne Twitch du Défaussé, comme ça vous permettra d'aller voir ça. Julie, de ton côté, quelle est ton actualité? Oui, bah, vous pouvez me retrouver tous les dimanches avenue Daumesnil, tenter de faire du roller et me croûter la gueule de temps en temps. Voilà. À quelle heure, si c'est possible? Non, réponds pas à la question. Ça on s'en fout. dépend. Ça dépend des dimanches, tout simplement. Et toi, Cutrus, qu'est-ce que tu fais à part mal l'accent du Sud? C'est vrai. Ouais, il était mélangé, c'était entre Montpellier et bon, c'était compliqué, quoi. Et Euh, Perpignan. mais en tant que Parisien, je trouve que c'est pas mal, c'est un peu méprisant, tu vois, ça fait plaisir aux gens, ça va faire du bad buzz. Ouais. Écoute, j'ai envie de dire sur le Discord, voilà, avec notre ami Riette, voilà, on squatte un peu le channel Mon Carnet et on s'amuse à faire des petits jeux littéraires. Donc là, on a fait des cadavreski qui sont assez fantastiques, il faut le dire. Et merci aussi à la grande intendante de les publier dans la Gazette du lundi. Et donc voilà, si vous voulez un peu vous amuser, vous lâcher, et, ouais, c'est ça, un peu se désinhiber sur l'écriture, bah c'est parfait parce que les gens se jugent pas, on s'éclate tous, on s'amuse et à la fin, ça donne des petites œuvres modestes, mais qu'on aime beaucoup. Et merci à tout le VHS pour ça, parce que c'est vrai que j'ai un peu lu et c'est quand même relativement cool. En tout cas, merci à nouveau d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou votre lecteur préféré. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut!